Médusiens, Médusiennes, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre rendez-vous dominical de bilan. Aujourd'hui, nous avons invité un homme politique qui échangera avec nous sur les problématiques de la jeunesse. Quel bilan pour la jeunesse congolaise de 1980 à nos jours? Sans plus tarder, je vais faire entrer tous les panélistes qui vont débattre avec moi progressivement et ensemble, nous allons accueillir le ministre. Éric Ngolo, bonjour. La marquise, bonjour. Et bienvenue dans la Mésude. Merci pour l'invitation. Lévan Valentin, bonjour. Bonjour la marquise et merci pour l'invitation. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle aventure, pour un nouveau débat, pour de nouveaux échanges. Et du côté du Canada, nous avons Abro qui est là. Bonjour Abro. Bonjour la marquise de Visa, bonjour mes chers co-panélistes et puis je salue aussi les internautes qui nous suivent et puis qui vont nous accompagner dans ce débat. Et du côté de Pointe-Noire, nous avons Chris Ibuka. Bonjour Chris. Bonjour la marquise, bonjour à tous les internautes et à tous les co-panélistes. Alors, quel temps il fait actuellement à Pointe-Noire, Chris Ibuka? Non, bon, nous sommes en saison sèche, le temps est assez humide, il fait un peu chaud, mais ça va quand même. Eh bien, très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un ancien ministre qui va être avec nous sur le plateau pour parler des problématiques de la jeunesse. Alors, ensemble, nous allons ouvrir différentes thématiques. C'est une chance pour nous d'avoir ce ministre qui est là, sans plus tarder. Je vais le faire monter pour qu'on puisse le présenter et sans surprise, hein, l'affiche était déjà sur les réseaux sociaux. Le ministre s'appelle Monsieur Dean Elvis Okomit Salisson qui a des soucis pour se connecter. Je viens juste de le perdre. En attendant, je vais juste faire passer un spot sur son activité. On a perdu le ministre. Et en attendant, je fais passer le spot que nous allons suivre tous ensemble. Le dialogue intergénérationnel décentralisé du 8 au 10 juin, jeunesse congolaise, venez apprendre les ONG, les associations, l'agriculture. Pour le dialogue, je ne manquerai pas. Au Mboka la jeunesse. Oyomboka la jeunesse, bonjour Monsieur Dean Elvis Okomit Salisson et bienvenue dans la Méduse. Bonjour la marquise, bonjour tous les intervenants, Éric Ngolo, Lévan Valentin, Chris Ibuka et je crois Labro qui est là. Je suis très heureux, très content d'être parmi vous cet après-midi. Alors, plaisir partagé. Avant de rentrer dans le vif de notre débat, je vais vous présenter votre profil. Vous êtes un homme politique qui a plusieurs flèches à son arc. Vous étiez vice-président de la commission électorale. Vous m'arrêterez si c'est pas juste, monsieur le ministre. Ministre en charge des relations avec le Parlement, ancien député de Ngo, élu local des Plateaux, PDG du groupe Salisson. Et ce que je n'ai pas retenu sur la dernière publication que vous avez mise sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes fondateur de Pona Écolo. Alors, monsieur le ministre, vous avez quelques soucis de réseau. Ouais, le 5G n'est pas au rendez-vous, pardon. Bon, c'est bien cela. Alors, sans plus tarder, on va poursuivre nos échanges avec notre premier panéliste qui est Abro, qui va vous poser une question sur laquelle nous allons tous débattre ensemble. Abro, c'est à vous. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, Abro, bonjour. Oui, bienvenue dans votre chaîne, la chaîne du peuple, la Méduse. Et, merci. Moi, la première question que je vais vous poser, bon, c'est juste une petite question d'entrée, une petite introduction. Je voulais savoir comment va la jeunesse. Comment va la jeunesse? La jeunesse congolaise va très mal. Va très mal parce que le dernier
Alors, quelques soucis de la 5G du côté du Congo, en attendant que le ministre puisse se connecter. Je pense que nous qui sommes sur le plateau, on peut rebondir sur la question d'Abro, le temps que le ministre se connecte. Est-ce que le début de l'intervention du ministre est-elle fondée ou non, la jeunesse congolaise qui se porte mal? Lévan. Moi, je pense que le ministre nous donne déjà là une définition éventuelle qui confirme que notre jeunesse qui a les atouts, mais qui malheureusement, il faut qu'on le dise à tue-tête, n'est pas seulement non écoutée, mais est devenue comme étant une jeunesse inutile pour nos gouvernants, dans le sens où on sait que depuis longtemps, cette jeunesse va mal, mais on a comme l'impression que le travail censé être réalisé par nos gouvernants pour que cette jeunesse-là puisse être dans un changement est souvent méconnue, parce qu'il faudrait qu'on le dise. La meilleure façon de maîtriser le changement, c'est d'anticiper. Or, ceux qui nous dirigent, pour la majorité, n'anticipent pas. Donc, on a comme l'impression que cette jeunesse va mal, mais ça arrange en quelque sorte les représentants de cette jeunesse, c'est-à-dire les gouvernants, les députés, les ministres, les administrateurs de notre pays qui sont censés faire un travail pour que la jeunesse congolaise puisse sortir de ces malheurs qui sont en train de condamner cette jeunesse à être simplement dans les facéties. Merci. Alors, je vais rajouter le ministre qui est là. Du coup, Monsieur Tsalisson, on vous laisse poursuivre votre intervention. Oui, je disais que la jeunesse congolaise va très mal. Le dernier recensement général de la population montre que nous sommes près de... cette jeunesse représente pratiquement 76% de la population. Les maux qui minent cette jeunesse sont connus, mais principalement, nous avons un sérieux problème de chômage. Nous avons de la prostitution juvénile qui se développe pratiquement dans notre société. Sans compter aujourd'hui ce phénomène de bébés noirs qui prend de l'ampleur un peu partout. Ça, c'est le tableau noir de la jeunesse congolaise. Mais à côté de ce tableau noir, nous avons aussi une nouvelle classe moyenne des jeunes qui émergent, qui essaient de se construire, qui essaient de se développer. Donc voilà un peu le parallélisme qui existe entre les deux tableaux que nous avons de la jeunesse de notre pays. Alors, monsieur le ministre, c'est un tableau qui est plutôt sombre et j'ai presque envie de dire que ce n'est pas un tableau qui est récent. C'est un tableau, c'est un ensemble de successions. Chaque année, on a exactement les mêmes problématiques, les mêmes bilans. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas en fait à modifier les choses? Pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions à ces maux qui minent la jeunesse congolaise? Mais il faut voir le problème dans sa globalité. Ce qui se passe au Congo n'est pas... on peut dire que ça se passe un peu partout, y compris dans les pays les plus développés. Les influences aujourd'hui de ce monde devenu planétaire, les difficultés économiques au plan mondial, voilà, sont pratiquement à l'origine de beaucoup de phénomènes que nous vivons aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, les Congolais, nous étions surpris de voir le phénomène microbe en Côte d'Ivoire, ou bien encore les phénomènes de braquage au Nigeria et dans d'autres pays. Et nous ne pensions pas que ces phénomènes pouvaient arriver dans notre pays. Mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir des bébés noirs, on se dit, mais finalement, ce monde devenu comme un... Alors, encore un petit souci de réseau. Eric, de votre côté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le ministre? Mais la marquise de Vinza, monsieur le ministre, je pense qu'il y a bien un mot qui a marqué les esprits. La jeunesse va mal. Écoutez, la jeunesse va mal. Monsieur le ministre a supposé le décor. Je laisse donc monsieur le ministre peut-être continuer un peu la suite de son exposé. Oui.
Alors, Monsieur le ministre. Voilà. Donc, je disais que les États essaient tant bien que mal de tenter de réguler, de résoudre le problème. Mais comme nous le disons aujourd'hui avec le dialogue générationnel, le dialogue intergénérationnel, ce genre de phénomène ne peuvent être résolus que si et seulement si toutes les couches de la société peuvent s'engager à vouloir s'attaquer frontalement à ce genre de phénomène. Et Eric Ngolo, Abro, excusez-moi Abro, la question avant de pouvoir poursuivre. Oui, donc là, moi, j'ai un peu d'écouter ce qu'a dit Monsieur le ministre, mais je ne suis pas du tout trop convaincu de l'approche du ministre. Pourquoi? Parce que quand Monsieur le ministre dit que ils vont essayer un peu de réguler cela dans le dialogue intergénérationnel qu'ils sont en train de mettre en place. Moi, je crois que nous ne devons pas fonctionner comme en Occident. Si vous voyez bien, les pays comme la Russie, comme la Chine, il faut regarder ces pays-là, ils ont moins de problèmes que des pays occidentaux. Est-ce que, la question que je veux poser au ministre, est-ce que nous ne manquons pas de fermeté vis-à-vis de nous-mêmes? Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, la jeunesse en question qu'on parle, qui est dans la rue, qui est un peu comme laissée en abandon, tout ceci n'a pas provoqué ce que nous vivons aujourd'hui, Monsieur le ministre? Non, mais je pense qu'il faut poser le problème autrement. Vous savez, mon cher ami, les problèmes des jeunesses de notre pays, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas d'analyse simpliste à faire sur les problématiques que traverse notre jeunesse. Alors, je prends un cas de figure. Alors, dans les années 90, nous avons ouvert dans ce pays un cycle de violence. Après la conférence nationale, nous avons eu des années comme ça où il y a eu des violences dans notre pays, les turpitudes de l'apprentissage de la démocratie. Il se trouve que les enfants, ceux qui dans les années 90 avaient 15-20 ans aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus pratiquement des parents et puis ils ont fait des enfants. C'est des enfants aujourd'hui qui ont 15 ans, 16 ans. Déjà à cette époque-là, cette génération a vécu ce que nous avons appelé par la suite ici la bêtise humaine. Est-ce qu'il y a eu un dispositif d'accompagnement qui a été mis en place pour accompagner ces personnes qui ont été victimes d'un certain nombre de choses? Non, dans notre pays, même quand on a, dans nos pays africains surtout, même lorsqu'on a été victime des situations difficiles ou de guerre comme nous avons vécu ici, après, il n'y a pas un accompagnement psychologique qui existe. Ce qui fait que la majorité de ces jeunes-là, qui dans les années 90 ont vécu ce traumatisme, eux-mêmes, ils sont devenus parents. Voilà. Et c'est nous, aujourd'hui, qui sommes les parents de ces enfants qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, aujourd'hui, qu'on appelle des bébés noirs pratiquement. Voilà. Est-ce que à ce niveau-là, il y a eu une analyse sérieuse qui a été effectuée pour dire que, est-ce que du point de vue psychologique, il n'y a pas eu un effet par rapport à des situations qui ont été vécues? Alors, deuxièmement, dans les années 90, nous avons mis fin à ce qu'on appelait l'État-providence. Voilà. D'où les premières années de chômage et tout ce qui s'est passé dans ce pays. Voilà. Ce qui fait que les générations qui ont suivi, les parents ont pratiquement été démissionnaires par la suite parce que on a commencé à connaître le chômage de masse, on a commencé à connaître les difficultés pour s'occuper des familles, on a commencé à connaître beaucoup de choses.
et ses parents qui pratiquent au monde dans les années 90, et les conséquences de ceux qui ont suivi sont devenus des missionnaires, eux-mêmes sont devenus parents par la suite. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution simpliste à donner à ce que nous vivons aujourd'hui, mais je crois que c'est l'addition de beaucoup de phénomènes. Vous savez, moi, j'aime à le dire souvent à des amis avec qui nous avons, nous sommes l'un des rares pays où lorsqu'il y a un traumatisme, on ne va pas voir le psychologue. Voilà, parce que chez nous, on pense que lorsqu'on va voir le psychologue, tu seras considéré comme un malade mental. Non, voilà. Donc même lorsqu'on a connu des chocs, même des femmes qui sont violées, c'est rare qu'on voit une personne brutalisée, une femme battue. C'est rare de voir un père de famille qui vient de perdre son travail à y voir un psychologue pour qu'il ait un accompagnement. Mais ceux qui le font ne le font pas par... ce n'est pas un luxe. Parce qu'à côté de ça, il faut un accompagnement, voilà, de façon à vous préparer à vivre votre nouvelle vie et puis à pouvoir préparer aussi votre famille. Voilà. Mais chez nous, tous ces phénomènes-là, nous encaissons tout ce que nous pouvons encaisser et ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a... Le réseau nous a encore lâchés. Malheureusement, Bro, vous n'aurez pas la suite de votre échange. On va attendre que le ministre puisse se reconnecter. Avant de poursuivre, j'aimerais bien qu'on regarde cette vidéo pour pouvoir nous mettre dans le contexte. Ah, je crois qu'il est là. Voilà. Donc, je disais qu'il n'y a pas de solution simpliste à donner à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que nous pouvons tous tomber d'accord, c'est que c'est l'addition de plusieurs phénomènes, voilà, de plusieurs situations qui font qu'aujourd'hui, nous puissions être confrontés à notre problème, au problème que nous vivons. Mais il y a aussi l'ouverture que nous avons aujourd'hui avec le monde extérieur, voilà, à travers les réseaux sociaux. Voilà, les jeunes dans nos quartiers ont pour modèle déjà pour dire les deux bandes de bébés noirs de notre pays s'appellent quand même les Américains et les Arabes. Ils s'appellent pas les Tékés et les Vili. Ce sont les Américains et les Arabes. Vous comprenez par là que c'est une influence justement de l'ouverture que nous avons aujourd'hui aussi. Alors, on a perdu. Vous allez attendre pour vos questions. On va suivre cette vidéo que je voulais qu'on mette dès le début, avant l'échange avec Monsieur le ministre, pour ceux qui nous suivent, qui puissent un peu comprendre dans quel contexte nous sommes et surtout pourquoi la problématique de la délinquance juvénile, de l'assiduité de la jeunesse revient toujours au devant de la scène et pourquoi on n'a toujours pas de solution à ce problème. C'est une nouvelle traque de la police qui a conduit à l'arrestation de ces bandits armés, appelés dans notre jargon « bébés noirs ». Il s'agit de ces 26 jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, bien rangés en écurie appelée écurie Royaume Rouge, Bagdadien, Lion Mobile, Tricagère et autres Somaliens au gouvernement. Les tout-petits sèment la terreur dans la ville. Pas plus tard que vendredi dernier, un affrontement entre ces présumés bébés noirs s'est produit sur la rue Bakongo, au bord de la rivière Madoukou, séparant Potopoto et Wende, au voisinage de 14 heures, entre les partisans de ces écuries. Écoutez le témoignage de Gloire Samba de l'écurie Royaume Rouge sur cet affrontement relayé par Braza News. Étant une veille ici, pour notre grand frère, il avait perdu son enfant de 9 ans, premier enfant. Et puis les colonnes des rouges, ce poteau là, ils sont venus avec les machettes. Et puis nous on était là aussi, on a battu aussi sur la pente. Et puis il y avait quelqu'un qui prenait le vidéo en caissant. Il a pris le vidéo et puis il a publié le vidéo. C'était rien. Le problème c'était que eux qui sont venus chez nous, on ne s'entendait pas. Eux qui sont venus chez nous. La direction départementale de la police qui les a présentés à la presse a déploré ces actes. Elle interpelle ici la responsabilité des parents car selon la police, il est inadmissible que des enfants qui vivent chez des parents
se saisissent des armes blanches pour causer du tort aux paisibles citoyens qui n'ont pour préoccupation que de vaquer paisiblement à leurs occupations. Les présumés bandits armés ont été, pour information, reconduits dans les commissariats de la place où ils vont encore ruminer leurs pensées avant d'être bien évidemment présentés chez le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Monsieur le ministre, vous avez des questions. Abro, vous avez une question à poser à monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, moi j'ai un peu écouté votre épopée, mais le problème, quand on parle de la jeunesse, il n'y a pas seulement de la jeunesse de la rue. Il y a aussi ceux-là qui ont une conscience tranquille, qui vont à l'école, qui terminent, et puis après, ils attendent le travail. Aujourd'hui, il faut savoir que le pays, ça fonctionne un peu comme un entonnoir, où quand vous versez les grains de sable, ça rentre en masse, mais pour sortir, ça sort un peu en miniature. Donc, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez réguler cette jeunesse-là qui est partie à l'école, a eu son diplôme ou ses diplômes, et aujourd'hui est en attente d'un espoir qui ne vient pas. Il faut savoir que dans les années 80, vous-même vous avez évoqué ça, dans les années 80, on avait l'impression, nous tous, quand on partait à l'école, on avait un rêve. Le rêve, c'était que après les études, on pouvait facilement trouver du travail. Aujourd'hui, chaque année, nous avons des finissants. Chaque année, nous avons des gens qui terminent des études. Et par rapport au nombre de gens qui terminent des études, quel est le pourcentage de ceux-là qui obtiennent après les études du travail pour se subvenir à leurs besoins? Monsieur Abro, je vais vous surprendre, c'est que au Congo, il n'y a pas un problème de travail, au Congo, il y a du travail. Il y a même énormément du travail. Mais le problème au Congo, c'est que ceux qui sont diplômés n'ont pas des diplômes qui sont adaptés à l'employabilité. C'est voilà là où se trouve la nuance dans notre pays. Alors, je voudrais prendre 3 exemples. Alors, aujourd'hui, Monsieur Abro, je parlais tout à l'heure d'une nouvelle classe moyenne qui émerge. Cette nouvelle classe moyenne aujourd'hui, qui gagne un peu d'argent, emmène aujourd'hui à un certain nombre de besoins. Et parmi ces besoins, vous avez aujourd'hui des problèmes d'électricité, vous avez des problèmes de plomberie, vous avez aujourd'hui, ils ont besoin de se retrouver entre amis, en train de prendre un pot quelque part, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin d'avoir un cuisinier, ils ont besoin de tout ça. Voilà. Vous savez, un cuisinier minimum au Congo, si vous en avez un bon, est payé à près de 200-300 000 francs. C'est un cuisinier. Mais je peux vous garantir que si vous voulez chercher un cuisinier à Brazzaville, vous pourrez faire 4 mois, vous n'en aurez pas. Alors, le monde moderne aujourd'hui nous emmène à un certain nombre d'habitudes. Nous avons des problèmes d'électricité aujourd'hui. Si vous voulez trouver un bon électricien au Congo, il serait difficile, sauf s'il est de la RDC, du Cameroun ou bien des pays voisins. Alors, il y a comme ça un ensemble de métiers, voilà, qu'on aurait pu, qui sont des niches d'emploi, mais sauf que l'État congolais, pendant longtemps, le système éducatif que nous avons eu pendant longtemps, n'a formé que des petits fonctionnaires. Voilà. En dehors, je prends le cas à Brazzaville, je crois que nous n'avons que deux lycées, je crois, d'enseignement technique, il y a 5 février et puis le lycée 1er mai, alors que nous pouvons avoir à Brazzaville près de 60 à 80 écoles qui ne forment que des gens, le cycle général. Donc, pendant longtemps, ce que nous vivons aujourd'hui, à ce qui apparente comme aujourd'hui, comme on appelle, le problème de chômage, n'est que le résultat d'une politique qui a été menée en matière de formation des jeunes pendant longtemps.
voilà, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons atteint le plafond de verre, on ne peut plus avancer. Voilà. Du coup, le système scolaire, éducatif, universitaire du Congo, depuis pratiquement une dizaine d'années, a commencé à former que des chômeurs. Voilà. Et chaque année, vous avez des centaines de jeunes qui sortent de ces universités-là et qui sont automatiquement des chômeurs. C'est maintenant là, je crois d'ici, ça fait une année ou 2 ans, que l'État congolais, à travers l'écosystème qui a été créé, notamment, je prends le cas aujourd'hui du FONEA, qui essaie de rendre employables les jeunes Congolais, c'est-à-dire ceux qui sont diplômés et qui n'ont pas de formation qualifiante pour pouvoir être employables. Vous avez aujourd'hui des structures comme le FONEA qui peut aujourd'hui dire à ces jeunes-là, nous sommes capables de vous financer une formation, de vous payer pendant que vous faites cette formation-là, de façon que vous puissiez faire une formation complémentaire à la formation que vous avez à l'origine, pour vous permettre en ce moment-là d'être employable. Donc, ce que vous êtes en train de constater, mon cher ami, c'est le résultat d'une politique en matière d'éducation nationale que le Congo a adopté, a mis en œuvre depuis des dizaines d'années. Aussi, c'est aussi culturel, Abro. Chez nous, pendant longtemps, dans nos familles, lorsqu'on voulait savoir si un enfant a réussi, il fallait qu'il soit fonctionnaire. Voilà. Avoir un enfant qui soit maçon, avoir un enfant qui soit électricien, avoir un enfant qui soit dans les métiers aujourd'hui de l'entreprise qui peuvent faire, qui sont des niches d'emploi, c'était considéré comme étant avoir échoué. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, que nous sommes en train de constater que c'est des filières aujourd'hui qui commencent à attirer des jeunes. Voilà. Et moi j'aime à le dire souvent, Abro. Il faut que nous puissions changer notre logiciel mental. Et je le dis souvent aux jeunes que la fonction publique est une machine à fabrication des pauvres. Voilà. La fonction publique est une machine à... Sans vous couper, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on s'est trompé depuis le début? Est-ce que vous êtes en train d'avouer que nous sommes dans la mauvaise direction et les différentes stratégies qui ont été adoptées par les différents ministères n'étaient pas les bonnes? Mais c'est pas ce qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. Alors, je crois que si la stratégie était bonne jusqu'au début des années 90, voilà, je crois qu'au début des années 2000, avec la mondialisation et tout ce qui est arrivé par la suite, on aurait pu préparer aujourd'hui les prochaines générations à l'environnement de travail qui fait qu'ils puissent avoir des secteurs porteurs d'emploi. C'est comme aujourd'hui, Madame la Marquise. Si nous ne préparons pas nos enfants qui sont à l'école primaire ou au collège aujourd'hui à intégrer dans leur logiciel mental que demain, c'est l'intelligence artificielle qui va réguler un certain nombre de métiers qui sont appelés à disparaître, ne seront pas surpris que demain, il y a un certain nombre de métiers qui vont disparaître demain et que, par ailleurs, nous, on continue à vouloir former des jeunes dans ces métiers-là qui vont disparaître demain. Donc, il faut juste que... Je pense qu'il y a eu un problème d'inadaptation, voilà, des politiques publiques en matière de formation de jeunes, voilà, par rapport au secteur porteur d'emploi. Donc, je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je suis parfois surpris de voir des jeunes, voilà, qui sont allés à l'école. On a vu la dernière fois des jeunes médecins qui sont sortis de Cuba, qui faisaient des sittings pour se faire recruter à la fonction publique. Et je disais à mon fils, qui était à mon neveu, qui était parmi des jeunes qui sont sortis de Cuba, je disais que la fonction publique, le modèle que nous avons de la fonction publique est un modèle qui est constitué pour créer des pauvres. Voilà. De ce que tu sois secrétaire principal d'administration et que tu gagnes entre 80 000 et 100 000, cela ne te permettra jamais d'avoir une vie décente, étant donné qu'une maison avec les conditions décentes dans votre ville te coûtera entre 150 et 200 000 francs. Voilà. De ce que tu sois secrétaire principal d'administration, ou que tu sois administrateur même des SAF
et autres, tu ne gagneras que entre 200 300 000 francs. Mais quand on fait des calculs sur la vie aujourd'hui, sur la cherté de la vie aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que le rêve même d'aller se constituer fonctionnaire dans cet environnement-là, c'est prendre une option qui, pendant plusieurs années, vous conduira nécessairement vers la pauvreté. Mais par ailleurs, si vous avez aujourd'hui des jeunes médecins qui sortent de Cuba, voilà, qui se font accompagner pour créer aujourd'hui des cliniques privées, voilà, qui se constituent en groupement, mais ils gagnent les 200 000 francs qu'ils peuvent gagner à la fin du mois, ils peuvent le gagner en une semaine, ils peuvent le gagner en 2 jours, ils peuvent le gagner en 3 jours, en un mois, ils peuvent gagner des centaines de millions, et ces jeunes-là vont se constituer justement en une nouvelle classe moyenne qui va gagner de l'argent, qui n'a rien tout cet argent-là dans l'économie réelle, et c'est ça, comme ça que le pays va avancer. Donc, pour répondre directement à la question de M. Abro, le problème du chômage aujourd'hui, voilà, est dû à une politique que nous avons menée et le fait de ne pas avoir pris conscience au début des années 90 qu'il fallait impérativement que nous puissions changer le logiciel mental en matière de formation des jeunes pour les réadapter à l'environnement national et international qui devait arriver. Aujourd'hui, justement, voilà, nous n'avons pas pu, les conséquences sont là. Bon, on constate qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler pour que, justement, avec les structures qui sont créées, je vois que la dernière fois, le ministre Manguessa vient de lancer, je crois, plus de 4 ou 5 écoles d'enseignement technique, mais il était temps, et nous avons espéré que d'ici 5-10 ans, le temps de former les premières générations, nous pourrons justement trouver des jeunes Congolais qui pourront, en ce moment-là, gagner des emplois par rapport à leur formation. Alors, je vais ouvrir une parenthèse justement pour appuyer ce que je voulais dire. Si vous partez aujourd'hui, la tendance commence à se renverser. Dans les secteurs comme du bois, Encore un petit souci de réseau du côté de Brazza. Donc, Abro, j'espère que le ministre... Moi, j'en ai terminé sur mes questions. Je vais laisser la place aux autres de poser les leurs aussi. Merci, merci Abro. En attendant... Je disais que nos amis chinois étaient obligés de faire ramener de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà, parce que pendant longtemps, lorsqu'on partait sur le chantier, ils ne pouvaient pas trouver au Congo des jeunes qui soient des bons maçons, des jeunes qui soient des bons plombiers, des jeunes qui soient des bons électriciens, justement pour arriver à des chantiers. Donc pendant pratiquement 12 ans de municipalisation accélérée, on a dû prendre de la main-d'œuvre qualifiée à l'extérieur, dans les pays voisins, alors qu'ici, nous avions des jeunes qui étaient formés en géographie, en sociologie, et dans le droit et en communication, en tout ce que nous avions comme filière ici de formation. Merci, Monsieur le ministre. On va passer à la deuxième question, la problématique de Lévan Valentin qui s'occupe de la culture. Lévan Valentin, votre question. Monsieur le ministre, on n'arrive plus à vous voir, votre caméra ne vous montre plus. Et Lévan, votre question, s'il vous plaît. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait ne pas oublier cette jeunesse culturelle, cette jeunesse qui apporte aussi... de l'efficacité en ce qui consiste le progrès culturel de notre pays. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, est-ce que vous vous placez aujourd'hui à lutter pour que la jeunesse culturelle, que ce soit les artistes ou ceux qui sont dans ce monde de l'art, puissent être écoutés? Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si cette jeunesse culturelle n'est pas vraiment... prise en compte. Alors, petit souci technique. Aujourd'hui, la technique nous fait défaut du côté de Brazzaville. Éric Ngolo, le ministre, a dit beaucoup de choses au tout début concernant la jeunesse. Je sais qu'Abro est parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit monsieur le ministre? Monsieur le ministre. Éric Ngolo, le ministre est là. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez entendu la question de Lévan? Oui, évidemment, madame. Donc, je voulais répondre à Lévan que voilà un domaine qui ne demande qu'à être organisé,
mais parce que, étant créateur d'emplois, voilà, dans un domaine où nous avons des artistes qui sont très talentueux, voilà. Il est quand même surprenant que nous avons entendu 2022, je crois, pour avoir la première loi, la loi Motom, qui essaie d'organiser pratiquement le domaine culturel de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, il est important que les textes d'application soient pris rapidement. Il faut qu'il y ait une appropriation des jeunes de cette nouvelle loi avec tout ce qui donne comme ouverture, de façon qu'ils puissent commencer à gagner de l'argent, parce que la nouvelle configuration, la stratégie, le cadre juridique que met cette loi permettra évidemment à cette jeunesse de commencer à gagner de l'argent. Et une fois que les pouvoirs publics vont comprendre qu'à travers la culture de notre pays, nous pouvons faire gagner de l'argent à des jeunes, je crois que c'est un secteur que nous devons encourager à ce que les jeunes s'investissent dans ce domaine-là. Alors, je veux aussi vous poser cette question, hein, même si ça sera considéré comme étant une question osée. La chanson Rupture, c'est une chanson où on sait très bien, l'artiste musicien Roga Roga n'avait pas hésité de résumer les mauvaises choses qui se réalisent dans notre pays et que nos gouvernants laissent passer en trouvant cela normatif. Est-ce que dans cette chanson Rupture, on peut dire qu'il y a eu sans doute la volonté de M. Dean Elvis Chalisson de vouloir faire comprendre à ces décideurs qu'il est temps qu'ils puissent prendre conscience de ces mauvaises choses qui font à ce que la vie des citoyens congolais puisse être davantage drastique? Alors, Monsieur Levan, je pense que la chanson Rupture, si tu prends cette chanson aujourd'hui et tu l'emmènes de la situation de n'importe quel pays africain, tu retrouveras pratiquement les mêmes phénomènes. Voilà. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas de notre pays, la chanson Rupture, c'est 2016, je crois, si je ne me trompe pas. Et si aujourd'hui vous écoutez cette chanson, vous avez l'impression que ça a été chanté hier. Pour la simple raison, c'est que les phénomènes qui sont décriés dans cette chanson, bien reproduit par Roga, ces phénomènes continuent à émerger dans notre pays. Levan, aucun pays au monde ne s'est développé parce que la corruption est élevée. Aucun pays ne s'est développé parce que on peut se réveiller pauvre, on peut dormir pauvre et se réveiller riche le lendemain. Aucun pays ne s'est développé parce que les gestionnaires des pouvoirs publics ou des entreprises d'État confondent les caisses de l'État et leurs poches ou leurs besoins personnels. Aucun pays ne s'est développé juste parce que la classe politique est corrompue. C'est pas possible. Voilà. Les États, les économies se développent lorsque les normes, lorsque les lois, lorsque les références sont mises sur la table et que cela sert de modèle. Voilà. Vous voyez un peu, M. Levan. C'est aujourd'hui que nous pensons, par exemple, je prends un cas de figure comme ça, à demander à ceux qui sont gestionnaires du pouvoir public d'aller déclarer ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en 2024. Donc c'est aujourd'hui que nous pensons que monsieur ne peut pas être ordonnateur, madame comptable et l'enfant opérateur économique. C'est aujourd'hui que nous commençons à constater que monsieur ne peut pas être ministre et à côté, il a son entreprise qui prend les marchés dans son ministère et puis voilà, ou bien dans la direction générale où lui-même il est. Nous avons des problèmes. Hein, des problèmes. Gros souci de réseau du côté de Brazzaville. Hein. Ça nous permet de savoir aussi la jeunesse a besoin de réseau Internet pour pouvoir
faire valoir leur musique, leur art, pour qu'on puisse les voir à l'international. Il faut un bon réseau. Et voilà, je disais que, voilà, comme je disais, vous imaginez que c'est en 2024 que nous nous rendons compte que ce n'était pas normal et qu'il est question que nous puissions déclarer tous ceux qui sont détenteurs d'une responsabilité publique doivent pouvoir déclarer les conflits d'intérêts qu'ils peuvent avoir. Voilà. Alors, maintenant que nous le faisons en 2024, voilà. Imaginons maintenant, depuis plus de 20 ans, quel a été le cadre juridique de l'exercice, justement, des fonctions publiques que nous avons eues. Voilà. Mais à côté de ça, M. Levan, il y a bien d'autres phénomènes qui continuent à exister. Alors, M. Levan, vous êtes en France aujourd'hui. Je crois savoir que depuis le mois de mai, si je ne me trompe pas, vous avez reçu un papier dans votre boîte aux lettres où on vous demande de déclarer vos revenus. Voilà. Alors, nous sommes, il est aberrant, c'est incompréhensible d'avoir des opérateurs économiques, du personnel politique et des citoyens. Personne ne sait qui gagne quoi. Personne ne déclare ses revenus. Voilà. Et ensuite, on est surpris de constater que Monsieur X, qui hier n'arrivait même pas à louer une maison, 2 mois après, M. X peut s'acheter une voiture de 80 millions. Voilà. Mais si personne ne sait que M. X gagne, si personne ne sait, si M. X n'a jamais déclaré ses revenus, c'est pour cela que ce genre de phénomène continue à faire, à émerger dans notre société. Je disais tout à l'heure, M. Levan, qu'un État, c'est un ensemble de lois. Un État, ce sont des normes. Un État, c'est la procédure. Un État, c'est tout ça qui fait que chacun de nous puisse respecter ce qui est édicté. Voilà. Le jour où, M. Levan, vous déclarez dans ce pays que votre salaire est de 200 000 francs et que 2 mois après, les services des douanes de la République du Congo envoient au niveau de service des impôts que M. Levan vient d'acheter une voiture de 60 millions et que les services de la fiscalité vous rappellent pour dire que M. Levan, vous avez déclaré gagner 200 000 francs, mais les services de douane viennent de nous dire que vous venez d'acheter un véhicule de 80 000 francs et que par la suite, il y a des poursuites qui sont engagées contre vous, chacun de nous commencera à réguler sa vie. Et cela évitera en ce moment-là que nous puissions continuer à vivre en toute impunité, comme nous voyons un certain nombre de choses de fait, parce que justement, tout ça n'est pas régulé. Voilà. Donc, pour revenir à votre chanson, je pense que la chanson de Roga, Rupture, est encore d'actualité aujourd'hui. Et cette chanson sera encore d'actualité sur les 10-15 ans à venir, tant que nous n'allons pas intégrer dans la psychologie générale le fait que aucun État ne s'est développé parce qu'il a fait la promotion des antivaleurs. Ma dernière question serait de savoir, parce qu'à vous entendre parler, vous parlez de la jeunesse qui subit la misère, cette jeunesse qui est délaissée. Mais dans votre discours, peut-être, je ne suis pas informé, mais à vous entendre souvent ici et là, vous ne mentionnez pas cette jeunesse richissime, c'est-à-dire les enfants des gouvernants de notre pays qui jouissent de cette impunité qui se réalise dans notre pays. Eux qui ont aujourd'hui des avantages au-dessus de la mêlée. C'est ces enfants qui sont des jeunes qui peuvent être nommés sans compétence dans les postes de fonction ou simplement les proches jeunes de nos ministres ou de ces décideurs de notre pays qui sont positionnés à des postes de gestion sans qu'ils puissent être inquiétés. Pourquoi vous n'indexez pas cette jeunesse-là qui, en quelque sorte, contribue aussi à l'impunité et sans doute à la mégestion de notre pays? Parce que, M. Levan, je n'ai jamais souhaité sombrer dans la critique facile.
Voilà. Alors, vous avez posé pratiquement 3 cas de figure. Monsieur Zdevan, je sous-entends que si je peux avoir une voiture dans ma parcelle et que j'ai un fils qui est majeur, il est possible que mon fils prenne ma voiture et aille se balader au centre-ville de Brazzaville. On ne peut pas le lui reprocher. Voilà. Alors, il est possible encore, Lévan, ce que nous ne constatons pas, ce que nous ne faisons pas attention. La majorité de nos aînés qui avaient déjà la possibilité d'avoir un peu de moyens parce qu'ils étaient dans les affaires ou bien ils occupaient des fonctions publiques, avaient compris très tôt comment envoyer leurs enfants faire des bonnes études. Voilà. Ils sont allés un peu partout, aux États-Unis, en Europe, en Asie, ils ont étudié, certains sont revenus. Alors, la facilité serait de faire un procès à ces enfants juste parce qu'ils sont fils d'eux. C'est pour cela que je n'aime pas faire ce débat, parce que je considère que ce débat est souvent biaisé. Voilà. Ce n'est pas parce que ton père est ministre, ce n'est pas parce que ton père est député, ce n'est pas parce que ton père est opérateur économique ou président de la République que tu n'as pas le droit de travailler. Cependant, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le... Rebondir par rapport à ce que vous dites. C'est vrai que vous dites c'est pas parce que le père ou un parent est au pouvoir que les enfants ne peuvent pas. Mais pourquoi on n'a pas d'appel d'offres? Pourquoi on n'a pas de candidature au poste pour que les gens puissent passer l'entretien d'embauche? Il y a même on voit des gens arriver à des postes stratégiques sans entretien d'embauche. Ils ont été parachutés. Il y a bien des jeunes qui ont des CV qui valent mieux, voire plus que ces enfants-là qui ont été parachutés, entre guillemets. Nous sommes là sur deux schémas. Il y a la fonction publique dans sa dimension. Nous avons les postes politiques. Nous avons encore le privé. Voilà. Je crois savoir, c'est un point de vue, que le mode de nomination au niveau politique ne répond pas aux critères d'appel d'offres tels que Madame la Marquise vient de dire, encore moins au niveau de la fonction publique, parce qu'en ce moment-là, c'est des carrières, voilà, on essaie de faire évoluer. L'idéal aurait voulu que dans le privé ou dans les entreprises publiques, que ce soit des appels d'offres et tout le reste, mais comme vous savez, nous sommes dans un pays qui, assez tard aussi, d'un côté, je comprends la question de M. Levan, c'est quelque chose, ce favoritisme doit être condamné, mais de l'autre aussi, il est important que nous évitons souvent, mais nous tombons souvent dans ce piège de faire qu'il y ait des procès au faciès, voilà, des procès en appartenance, voilà, des procès en incompétence, juste parce que on est fils de quelqu'un, voilà. Mais souvent, ce n'est toujours pas le cas. Alors, on va passer à la troisième question avec Chris Ibuka. Chris, vous avez une question pour Monsieur le ministre. On reste dans la thématique de la jeunesse, d'autant plus que nous sommes à l'année de la jeunesse. Monsieur le ministre, vous n'avez toujours pas dit combien d'emplois ont été créés dans les plateaux, ou précisément combien d'emplois ont été créés depuis le début de l'année au niveau d'Ngo. On reviendra sur la question. Je vais passer la parole avant à Chris Ibuka. Chris, c'est à vous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonjour, Chris. Bienvenue à la Méduse. Merci. Alors, la première question serait, j'ai vu sur un tract sur Internet que Poney Écolo organiserait dans les prochains jours un dialogue intergénérationnel décentralisé. Je voulais juste savoir qu'entendez-vous par ce dialogue et quelles sont les attentes de ce dialogue? Merci. Alors, le dialogue intergénérationnel est une initiative des Nations Unies. Donc, ce n'est pas une initiative de Poney Écolo, encore une initiative congolaise.
qui consiste à créer des dialogues interactifs dans plusieurs pays pour permettre de partage d'expériences entre différentes générations, des échanges entre des générations plus expérimentées et des générations plus jeunes. Alors, en République du Congo, soucieux de pouvoir trouver des solutions aux problématiques des jeunes, le Premier ministre actuel, donc Colin Makosso, en ce temps la ministre de la Jeunesse, avait pensé prendre ce concept et organiser des dialogues intergénérationnels pour permettre justement ce partage d'expérience. Ce qui fait que dans les années 2014, 2015, 2016, je crois, il a organisé comme ça des débats qui permettaient à des jeunes de discuter avec les membres du gouvernement, avec des gestionnaires des entreprises publiques, et pour avoir participé en ce temps-là en tant que jeune à ces dialogues intergénérationnels organisés, j'avoue que nous sommes restés très nostalgiques de cette époque-là. Alors, depuis un moment, je crois que il n'y a pas eu de dialogue intergénérationnel. Le tout dernier, je pense qu'il y a de cela 1 année ou 2 ans, je ne me rappelle même plus de la date exacte. Aujourd'hui, face à tout ce que nous parlons en termes de problèmes liés à la jeunesse, nous avons pensé qu'il était important que, dans le cadre de l'écosystème que le chef de l'État a créé pour résoudre les problématiques de la jeunesse, il était important que nous puissions mettre face aux jeunes qui sont des jeunes porteurs de projets, des jeunes qui veulent s'investir dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, des jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui ont besoin d'un accompagnement ou bien encore de se référer à des personnes qui ont réussi. Nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions organiser justement ces dialogues interactifs entre cette génération-là, donc des gestionnaires de l'écosystème qui existe. Quand je parle de l'écosystème, c'est l'ensemble des structures, voilà, que le président de la République a créé dans ce pays pour résoudre à chaque fois un problème lié à la jeunesse. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a un grand travail qui se fait au niveau du ministère des PME, au niveau du ministère de la Jeunesse. Je parlais tout à l'heure du FONEA, voilà, qui arrive aujourd'hui pour illustrer un peu dans le cadre de Pôle emploi en France, comme vous avez, qui prend la dernière expérience que j'ai vécue personnellement. Il y a des jeunes dames, voilà, que cette structure a pris, mis en formation pendant 7 mois. Et pendant les 7 mois que ces jeunes-là étaient en formation, cette structure-là leur payait une prime qui pouvait leur permettre justement de se déplacer, de venir et de faire. Voilà. Nous venons de sortir, hier j'étais encore à Ouando, où il y avait le député Ouassa de Ouando, en collaboration avec la Direction générale de la formation qualifiante, a lancé justement une formation de près de 200 jeunes là-bas, mais toujours dans le même schéma. Mais c'est-à-dire qu'il y a un environnement qui a été créé. Voilà. Sans compter aujourd'hui, au niveau du ministère des PME, vous avez le FIGA, vous avez l'ADPME, vous avez l'ANA, vous avez toutes ces structures-là qui existent, au fait, créées pour accompagner des jeunes. Voilà. Mais souvent, lorsque ces jeunes qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat, ces jeunes qui veulent s'investir dans les affaires, qui veulent s'investir dans la vie active, souvent, ils ne savent même pas par où commencer. Voilà, parce qu'en fait, n'ayant pas un guichet unique qui peut se permettre qu'une fois que le jeune arrive, il peut trouver la solution à tous ces problèmes. Donc, nous avons pensé que nous allons organiser un dialogue intergénérationnel qui va permettre que tous les acteurs de l'écosystème, voilà, vont arriver là, voilà, et ils vont échanger avec des jeunes qui sont des porteurs de projets, ceux qui ont des idées, ceux qui sont déjà en affaires, pour voir une question bête, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Moi, je suis M. Tchalisson Kombi, je veux m'investir dans l'entrepreneuriat. Je voudrais bien que demain, le DG de l'ACPCE, par exemple, puisse me dire, M. Kombi, voilà ce que nous pouvons faire pour vous. Voilà, le DG du FIGA qui va intervenir avec un thème qui dit que comment bénéficier d'un accompagnement du FIGA, et les autres DG. Voilà le concept général. Alors, à côté du dialogue intergénérationnel, il y a le mot décentralisé.
Voilà. Décentralisé pour une simple raison, c'est que les problèmes des jeunes ne se limitent pas à Brazzaville et à Pointe-Noire, dans les grandes villes. Voilà. On a pris l'habitude de se retrouver entre nous, ici à Brazzaville, dans les beaux salons. Eric, on connaît, il était ici dans ces beaux salons-là, avec ses amis. Voilà, en train de se parler un langage où, voilà, entre nous, les amis, on se rencontre, on discute. Mais les vrais problèmes des jeunes, c'est pas seulement à Brazzaville. Voilà, les vrais problèmes des jeunes, c'est dans les plateaux, dans le Poul, profond. Voilà. Il s'agit aussi de prendre les gestionnaires de cet écosystème et de les ramener là où ces jeunes se trouvent dans les départements. Voilà. Vous savez, mon frère Ibuka, je suis parti une fois au niveau de Lwingui. C'est un scandale, Lwingui. Voilà. Vous arrivez à Lwingui, vous voyez des fruits qui sont en train de pourrir, alors qu'il suffirait que ces personnes-là soient accompagnées par ceux qui sont les gestionnaires de l'écosystème qui existe pour qu'ils puissent créer des petites unités de transformation de jus local et tout ce qu'on veut. Voilà. Alors que nous avons ces gens-là qui travaillent énormément dans nos départements, mais qui ne sont pas accompagnés. Voilà. Alors, aujourd'hui, Monsieur le ministre, j'aime bien, là vous avez encore fait un raccourci. Vous oubliez aujourd'hui le problème de désenclavement de l'arrière-pays. Je pense que les jeunes qui vivent dans les milieux ruraux, certains n'ont pas envie de venir en ville. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comme ce problème que vous avez énuméré, vous arrivez à Lwingui, vous avez des jus de fruits, il n'y a pas de souci. Ces jeunes vont partir dans les champs, ils vont produire. Et comment ils vont faire pour désenclaver leurs produits, pour que leurs produits se retrouvent sur les marchés locaux? Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec un entrepreneur que vous connaissez bien, Chesney, je pense qu'il nous suit, qui à l'époque nous parlait de problèmes de péage. Lui qui était à Dolisie, par exemple, pour acheminer ses produits sur les marchés de Brazzaville ou de Pointe-Noire, il devait beaucoup payer et au final, c'était pas rentable. Donc, on se retrouvait avec des produits qui pourrissaient dans nos régions et qui ne se retrouvaient pas sur les tables. Moi, je suis surprise. À l'époque, on était en 2021 lorsque ce document a été tourné, nous sommes en 2024, que les choses n'aient pas changé. Qu'on ait un entrepreneur qui se retrouve dans une zone rurale, qui soit toujours en pleine galère pour venir vendre ses produits sur le marché, qu'on nous propose des mesures d'accompagnement pour la jeunesse, mais parmi ces mesures-là, on n'a pas, par exemple, l'exonération de péage, l'exonération des taxes routières, l'exonération des taxes douanières, parce que ces taxes douanières dans l'intérieur du pays existent toujours. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous mettez sur la table sur ce dialogue intergénérationnel? Parce que moi, j'aimerais qu'en sortant de ce dialogue, j'espère que nous y serons conviés, on est encore jeunes, qu'en sortant de ce dialogue, qu'on nous dise que nous avons ça comme acquis et que en partant de là, qu'un jeune qui se trouve à Diosso, à Lwingui ou je ne sais pas, au fin fond du Poul, ait exactement les mêmes facilités que ceux qui vivent à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Merci Madame la Marquise. Vous savez, depuis que nous nous sommes engagés à organiser ce dialogue intergénérationnel, nous sommes en contact avec justement un certain nombre d'acteurs que nous pensons être capables de nous apporter leur expertise et au fur et à mesure. Mais je crois que, comme on dirait à tout seigneur, tout honneur, il faut reconnaître. Je suis bluffé de voir l'approche, par exemple, qu'un certain nombre de cadres ont de la situation des jeunes. Alors, Madame la Marquise, le jeune qui produit, je prends un cas comme ça, les oranges à Lwingui, ne doit pas être nécessairement celui qui les transforme. Voilà. Mais il va les acheminer. Voilà. Pas toujours. C'est pour cela que le concept de business model, tel que ça sera débattu au niveau du dialogue intergénérationnel, il faut que nous puissions faire le débat et le plaidoyer pour que les structures existantes puissent comprendre que il faut développer les filières. Voilà. Il faut développer la démarche. Voilà. Entre celui qui
est agriculteur et qui fait son agriculture à Luingui, voilà, entre lui et le consommateur final qui est à Brazzaville, il peut avoir plusieurs emplois qui se créent. Le transporteur, c'est une autre personne. Voilà. Celui qui rachète pour acheter, par exemple, les centrales d'achat. Voilà. Je pense qu'on a Eric ici qui avait un projet comme ça, je pense. Voilà. Les centrales d'achat, il faut les organiser. Mais tout ça nécessite justement, les problèmes sont réels. Tout ça nécessite que nous puissions avoir en face de ceux qui sont confrontés à ces difficultés, ceux qui ont la solution. Voilà. Je discutais il y a quelques jours avec Madame la ministre des PME, qui m'a fait la confidence de dire que très prochainement, je pense dans les prochains jours, son département va lancer une grande campagne, un jeune, une entreprise. Et par exemple, pour créer des entreprises individuelles, voilà. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à 100 000 francs. Voilà. Il est probable que le prix de création des entreprises individuelles puisse passer de 100 000 francs à 25 000 francs. Voilà. Et dans le raisonnement que ces techniciens ont eu à nous expliquer, justement, c'est le fait qu'il y a eu des jeunes entrepreneurs qui ont fait le plaidoyer pour dire que 100 000 francs, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc, du coup, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui peuvent exister, mais qui nécessitent aussi que nous qui sommes demandeurs, nous puissions faire de plaidoyer vis-à-vis des autorités pour leur dire que voilà nos difficultés par rapport à tel secteur, et si vous voulez nous aider par rapport à ça, voilà ce que nous pouvons voir. C'est ça la nécessité du dialogue. C'est ça la nécessité des échanges. C'est ça la nécessité de discuter avec ceux qui peuvent à un moment donné prendre la décision pour dire que nous avons échangé avec les jeunes dans le domaine agricole qui sont confrontés à telle taxe ou à telle difficulté. Il est important que nous puissions prendre telles mesures pour pouvoir corriger. Je crois que l'objectif premier que nous avons, c'est d'abord de créer ce face-à-face entre les gestionnaires de l'écosystème et les jeunes. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, M. Chrissy Bouka. Mais parce que les forums, les conférences, on en a eu beaucoup dans notre pays. Donc il ne s'agit pas de venir, de discuter et puis de s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Il s'agit pour nous de dire, et merci pour les partenaires qui nous accompagnent, il s'agit pour nous de dire, pour les jeunes porteurs de projets, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Aujourd'hui, par exemple, nous avons des ministères qui nous disent, si vous avez 5 000 jeunes, 2 000 jeunes, 1 000 jeunes qui s'inscrivent, nous sommes capables de les accompagner dans le cadre de l'incubation pour que ces jeunes-là puissent quitter le stade de l'idée pour arriver au stade du projet. Voilà. Et que les structures qui sont là vont les accompagner pour que ces gens-là puissent évoluer dans ce qu'ils ont comme ambition. Nous sommes encore partis plus loin. Dans le cadre des échanges que nous avons avec les autorités, nous sommes en train de dire, mais ces jeunes vont arriver, nous allons débattre, vous allez les accompagner dans le cadre de l'incubation, mais après, ensuite, on fait quoi? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes certains de dire que au moins 25% des jeunes qui seront incubés pourront bénéficier des financements. D'accord, monsieur le ministre. Mais est-ce que. Mais au-delà des financements. Oui, allez, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je voulais juste poser une question. Comment vous dites que ce sera un dialogue inclusif? Comment comptez-vous mobiliser tous ces jeunes des 4 coins du pays, allant du nord jusqu'au sud? Comment comptez-vous les mobiliser? Qui se chargera, par exemple, de leur déplacement, de leur logement, puisque je veux dire, même si on envoie un bloc de représentants pour chaque région, encore, il faut que ce soit des personnes qui sont proches de la population ou qui ont été mandatées par leur population en tant que jeunes, et pas comme ce qu'on a vu récemment à Brazzaville, où beaucoup de langues ont dit que ce que le Conseil consultatif de la jeunesse avait organisé était des gens plus ou moins choisis par eux-mêmes.
Donc, on veut quelque chose où, aujourd'hui, je voulais savoir, d'après vous, qui est le promoteur, comment comptez-vous mobiliser tous ces jeunes-là, des 4 coins du pays, ces jeunes de Makabana, ces jeunes de Zanaga, les jeunes de tous les coins du pays, les mobiliser, les ramener à Brazzaville, qui se chargent de leur loger, qui se chargent de leur transport et de leur nutrition sur place, monsieur le ministre? Alors, non, le dialogue de Brazzaville ne concernera que... L'édition de Brazzaville ne concernera que les jeunes de Brazzaville. Voilà. Donc, il y aura des éditions dans chaque département. Ensuite, dans la phase expérimentale que nous avons, voilà. Mais parce que les problèmes ou les problématiques que vous rencontrez dans Brazzaville, vous n'avez pas les mêmes problèmes de Le Pool. Bien voilà. sûr. Donc, le schéma que nous avons, c'est que nous avons ce que nous appelons la phase expérimentale. La phase expérimentale, pour nous, c'est 3 départements. C'est le département de Brazzaville, le département de la Bouenza, pour les départements du sud du pays et le département des plateaux. Voilà la phase expérimentale. Ensuite, si avec les partenaires, nous constatons que le business model que nous proposons est en train de marcher, en ce moment-là, nous généralisons dans les 12 départements. Mais en veillant justement à ce que tous les partenaires que nous avons besoin puissent nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il s'agit, pour Pone Ekolo, on n'a pas les moyens pour le faire. Voilà, nous comptons sur des partenaires, sur des structures qui existent. Nous avons juste l'idée, comme nous avons dit, et il faut que ces personnes qui ont des propositions à faire aux jeunes puissent apporter leur expertise, puissent apporter ce qu'ils ont comme idée pour que nous puissions avancer. Alors, l'inscription est volontaire. On ne fera pas de la mobilisation comme on entend souvent. Voilà, on ne va pas rentrer dans les quartiers pour prendre les neveux des petits frères pour leur dire allons au dialogue intergénérationnel. Non, c'est pas comme ça. Voilà, il y a des liens qui sont publics. Voilà, un jeune qui pense qu'il est intéressé sur la question des projets, sur la question de l'employabilité, sur la question de l'auto-emploi, sur la question de la réinsertion, il s'inscrit librement. Voilà, et il vient participer. Il y aura un appel à projet qui sera lancé, je crois, d'ici la semaine prochaine. L'appel à projet permettra que chacun qui a un projet puisse, en ce moment-là, proposer son projet. Le comité de sélection qui sera mis en place, qui sera composé de toutes les structures que nous connaissons ici, qui travaillent dans ce domaine, des structures publiques, évidemment. Voilà, vont pouvoir voir quels sont les projets qui sont employables, quels sont les projets qui sont viables, et ces jeunes qui seront retenus seront mis dans le processus d'incubation. Voilà, donc, une fois qu'on a fini à Brazzaville, une fois qu'on a fini dans le département de la Bouenza, une fois qu'on a fini dans le département des plateaux, voilà, il s'agira pour nous, en ce moment-là, de généraliser le projet dans les 12 départements selon le même concept. Voilà, mais dans les départements, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, nous travaillerons avec les bureaux des conseils. Voilà. Monsieur Okombi qui vit à Brazzaville n'ira pas dans le département de la Bouenza pour faire un appel à projet, pour voir des jeunes qui sont là-bas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Nous quitterons Brazzaville ici avec les structures qui existent. Au niveau de chaque département, nous allons travailler avec les bureaux de conseil qui sont là-bas. Voilà. Et puis, dans chaque département, c'est vrai que la problématique sera la question de l'auto-emploi, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui ni de recrutement de la fonction publique, ce n'est pas possible. Voilà, donc de l'auto-emploi, mais c'est au niveau local que nous allons voir quelles sont les opportunités qui existent dans chaque département, et c'est par rapport à ces opportunités-là que nous allons avoir des thèmes décentralisés et avoir des dialogues décentralisés. D'accord. Monsieur le ministre, une dernière question de cette première partie. Je voulais savoir quels sont, d'après vous, quels sont les premiers obstacles face à l'obtention de l'emploi auprès des jeunes? Je crois d'abord la formation. Voilà. Je crois que le problème de la formation est un frein énorme dans la recherche d'emploi. Voilà. Ensuite, en dehors de la formation, la fonction publique aujourd'hui ne recrute pratiquement plus. Lorsque le gouvernement dit qu'ils vont créer 90 000 emplois,
je crois que la compréhension que nous devons avoir de cette ambition du gouvernement, c'est l'auto-emploi. Ça peut pas être la fonction publique, c'est pas possible. Voilà, donc c'est de l'auto-emploi. Voilà, ça peut pas être les entreprises qui existent. Là encore, ce serait très difficile. Mais si nous mettons un accent sur l'auto-emploi, la possibilité que l'État peut avoir avec les structures qui existent, avec l'écosystème qui existe, à former ces jeunes-là pour qu'ils se constituent en auto-entrepreneurs, je crois que 90 000 emplois, c'est même peu. Nous pourrons faire même plus. Voilà. Mais seulement, il faut qu'il y ait, en ce moment-là, une bonne stratégie. Voilà. Il faut qu'il y ait des campagnes de formation de masse. Voilà. Parce que des campagnes de formation de masse, il faut identifier ces jeunes-là qui sont chômeurs et qui veulent rentrer dans l'auto-emploi. Il faut les former parce que sans formation, il n'y a rien du tout. Ensuite, il faut les formaliser. Il n'y a pas d'entrepreneur sans formalisation. Voilà. Ensuite, il faut les accompagner financièrement de façon que ces jeunes-là puissent avoir déjà les outils de travail, pourquoi pas, le premier financement. Il faut qu'il y ait un accompagnement des banques, des microfinances, mais l'État, à travers le FIGA, peut être la garantie nécessaire de dire que nous allons accompagner ces jeunes-là pendant 2 ans, et c'est ça qui fera que d'ici 2 ans, nous puissions avoir toute une génération des jeunes entrepreneurs. Voilà. Lorsque monsieur Lévan Valentin, ça fait plus de 10 ans qu'il n'est pas arrivé au Congo, arrivera à l'aéroport, voilà. Il peut avoir une société de taxi qui va commander comme Uber, pourquoi pas, au Congo, mais ça peut être l'œuvre d'un jeune, voilà. Aujourd'hui, on peut rester chez soi et commander, je ne sais pas, du pain, je sais pas, mais c'est des jeunes qui ont des idées comme ça qu'il faut accompagner. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous voulons, en tant que dialogue intergénérationnel, emmener les structures qui existent à pouvoir échanger avec ces jeunes qui ont des idées, qui innovent. Voilà. Ensuite, il faut les accompagner. Je pense que si nous partons par le principe de l'auto-emploi, 90 000 emplois, ce n'est rien du tout. On peut même créer plus que ça. On peut créer plus que ça. Merci, Chrissy Bouka. On va aborder la 4e partie, monsieur le ministre, la question politique. Alors ça, c'est une question qui démange, on va dire, Éric Ngolo. Éric Ngolo insistait, il veut une question politique. Éric, c'est à toi. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Éric. Monsieur le ministre, moi je pense que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas donner un traitement à un malade sans diagnostiquer. C'est-à-dire, nous sommes en 2024 aujourd'hui, le président a décrété l'année de la jeunesse. Je pense qu'il est nécessaire de faire un diagnostic sur la jeunesse. Ceci étant dit, monsieur le ministre, je pense que la jeunesse des années 80, 90 et celle des années 2000 n'ont pas connu les mêmes privilèges. Vous me direz le contraire, monsieur le ministre. Aux années 80, les jeunes ont bénéficié des bourses. Ce qui aujourd'hui peine à voir. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut se poser réellement la question? Qui est à l'origine qu'est-ce qui est à l'origine, je voudrais dire, de cette jeunesse qui va mal? Monsieur le ministre, tout de suite, lors de vos premiers mots, lors de votre première intervention à l'émission, vous avez dit la jeunesse va mal. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette jeunesse qui va mal, est-ce que c'est à cause des politiciens? Est-ce que les politiciens sont aussi responsables? Parce que, monsieur le ministre, nous observons lors des élections, que ce soit présidentielles, législatives ou municipales, certaines pratiques de nos politiciens qui donnent des billets de 2000, excusez-moi de l'expression, aux jeunes pour aller voter. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les politiciens profitent? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les politiciens profiteraient de l'abrutissement ou de ces jeunes qui ne sont pas conscients de certaines difficultés, de certaines réalités aujourd'hui? Est-ce que les politiciens sont-ils responsables par les manigances, par leur façon de faire? Sont-ils responsables? Monsieur le ministre, quelles sont les solutions? Monsieur le ministre, j'ai dit. Eh bien, Éric, non mais,
les politiciens que nous avons, c'est la face visible de l'iceberg de notre société. C'est pas un monde à part, ils sont issus de notre société. Si nous avons une société en dépravation des mœurs, ne soyons pas surpris que nos politiciens puissent avoir des mœurs qui ne sont pas correctes. Si nous avons une société corrompue, ne soyons pas surpris que nous puissions avoir des politiciens corrompus. Parce que le politicien, c'est qui? C'est ton voisin, c'est ton ami de l'école, c'est ton oncle, voilà. Donc, ils sont issus de cette société est malade. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'élite émerge et que l'élite en question est l'assemblage de tout ce qui va mal dans notre société, il est logique que nous puissions aujourd'hui vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais aussi, Eric, la première personne à parler de cette société qui va mal, c'est le chef de l'État. De là où il se trouve, président de la République, le discours de 2009, de 2010, de 2011, de 2012, la rupture qui vient par la suite, le dernier conseil supérieur de la magistrature. Donc, le magistrat que nous avons est issu de cette société. Monsieur le ministre. Donc aujourd'hui, monsieur Eric, il ne faut pas penser que le politicien congolais, c'est un homme qui sort d'une génération spontanée. Non. Le politicien congolais, c'est un Congolais qui vit dans notre quartier, qui a vécu des influences que nous vivons tous, et ensuite qui est arrivé à un seuil de responsabilité. En ce moment-là, il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a ceux qui, prenant conscience de leur pouvoir, se disent « mais on ne peut pas avancer comme ça, il faut que nous changeons la pratique ». Voilà. Et c'est ceux qui se battent au quotidien pour lutter contre les antivaleurs. Ceux qui se battent au quotidien pour lutter contre tout ce qui ne va pas dans notre pays. Voilà. Mais il y a les autres qui, aujourd'hui, se fondent dans les antivaleurs et ils deviennent l'incarnation de ces antivaleurs-là. Alors, M. Eric, vous avez parlé des années 90. M. Eric, vous avez deux choix dans la vie. Vous êtes un père de famille, vous êtes dans le privé, vous avez un bon salaire, vous avez le droit d'acheter une belle maison, d'emmener votre famille en vacances où vous voulez. Le jour où vous êtes chômeur, vous devez avoir la responsabilité de faire asseoir votre famille pour dire que ce que nous vivions avant, nous ne pourrons plus vivre de la même manière. Nous devons changer notre perception des choses. Donc, ce que nous vivons avant les années 90 et ce que nous vivons aujourd'hui, il revient de notre responsabilité de savoir que nous ne pouvons plus nous permettre un certain nombre de choses. Voilà. Les bourses d'études sont toujours payées, c'est vrai, voilà, mais il y a un certain nombre de facilités que nous avions dans les années 90 que nous ne pouvons plus les avoir ici parce que le contexte a changé, l'économie du Congo a changé, nous étions peut-être 1 million, 2 millions, je ne sais pas trop dans les années 90, aujourd'hui nous sommes pratiquement à 6 millions, c'est-à-dire que les charges de l'État aussi ont changé, donc il y a beaucoup de choses qui évoluent et nous devons évoluer. Mais le vrai problème de fond, M. Eric, c'est une prise de conscience. Il est important que l'homme politique puisse prendre conscience que nous ne réussirons pas, M. Eric, nous ne réussirons pas à construire ce pays en faisant la promotion du vol. Nous ne réussirons pas en faisant la promotion de la réussite facile. Nous ne réussirons pas à développer ce pays si nous ne faisons pas la promotion de la réussite par l'effort. Voilà. Donc, c'est la responsabilité de ceux qui sont dans la gestion du pouvoir, c'est la responsabilité des chefs de famille. Voilà. Si, M. Eric, vous êtes parent et que vous avez un enseignant qui vient vous voir pour dire que vous avez
votre enfant vient d'échouer à l'école en classe de CP2 et que vous, le parent, vous partez dire à votre enseignant que vous souhaitez qu'on puisse mettre votre enfant en classe de C1, vous avez commis une faute. Voilà. Donc, c'est ça la responsabilité qui doit commencer au niveau de la plus petite cellule qui est la famille et jusqu'au niveau étatique, au plus haut niveau. Et lorsque nous allons prendre cette conscience-là, lorsque le magistrat saura que son travail, ce n'est pas d'être corrompu, lorsque le policier va faire son travail, lorsque le citoyen va faire son travail, lorsque l'enseignant fera son travail, c'est là que nous pourrons dire que nous allons régler les problèmes que nous décrivons tous aujourd'hui. Mais ça ne sera pas le problème d'une seule personne, je ne pense pas. Monsieur le ministre, tout à l'heure, j'ai suivi dans votre exposé, vous avez eu à citer le nom du chef de l'État, le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, comme étant modèle dans ce domaine. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus. Monsieur le ministre, tout à l'heure, j'ai parlé des années 80, des années 90 et des années 2000. Monsieur le ministre, dans les années 80, on a connu le président Denis Sassou Nguesso qui a été président. Dans les années 90, on a connu le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a été président de la République, puisqu'il est revenu en 97. On a connu, et on connaît jusqu'à présent le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le ministre, en 2024, en fin d'année 2023, le président de la République décrète 2024 l'année de la jeunesse. Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui que hier, en 80, en 90, au 2000, aujourd'hui en 2024? Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui en 2024 selon vous? Que pensez-vous? Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui pour l'année 2024 qu'on n'a pas pu faire hier? Mais, Eric, vous avez tort de penser que le Congo de 2024 n'est pas différent du Congo des années 80. Eric, mon père m'a dit un jour que de leur génération, ils ne pensaient pas qu'on pouvait quitter Pointe-Noire jusqu'à Ouesso en véhicule. Mais aujourd'hui, c'est possible, Eric. Voilà. Il fut un temps où, pour vous parler comme ça, Eric, il aurait fallu que je vous écrive une lettre, et que, c'est-à-dire que le Congo s'adapte à un certain nombre de phénomènes mondiaux, et nous sommes en train d'avancer. Mais au-delà de ce qui se fait, Eric, il y a ce qu'on appelle l'appropriation. Voilà, des générations de ce qui se fait. Voilà. Il est étonnant que l'État congolais ait investi des centaines de milliards pour faire la route Brazzaville-Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. Mais Eric, près de 70% des entrepreneurs qui sont dans le secteur de transport dans ce trajet ne sont pas des Congolais. Ils sont des étrangers. Eric, aujourd'hui, la route Ouesso-Brazzaville, ceux qui en profitent aujourd'hui, ce sont les Camerounais. Voilà. Donc, au-delà de tout ce qui se fait, voilà, au-delà de ce qui est fait, aurait pu profiter à des jeunes entrepreneurs ambitieux, avec des idées claires pour faire des choses et qui devaient être accompagnés. Aujourd'hui, on peut faire tellement de choses avec ce qui se fait, ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Eric, je crois que le Congo aujourd'hui donne des opportunités. Le Congo aujourd'hui donne des opportunités en matière de création d'emplois, en matière d'investissement, en matière de... Mais, voilà, la question, c'est pour cela qu'il est important que nous échangeons avec, d'abord entre nous, hein, c'est très bien, comme me disait il y a quelques jours un membre du gouvernement, mais Elvis, le problème, d'abord, il faut d'abord vous-même pouvez savoir qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, dire à l'État, voilà ce qu'on peut faire pour nous. Si nous-mêmes, Eric, 80% des jeunes ne rêvent que d'aller à la fonction publique, Eric, ne soyons pas surpris que nos boulangeries soient au moins aux mains des étrangers. Voilà. Eric, ne soyons pas surpris qu'aujourd'hui, le plus grand commerçant des mobile money à Brazzaville, c'est un Camerounais. Voilà. Eric, ne soyons pas surpris que les commerçants qui vendent aujourd'hui à l'étalage partout à Poto-Poto, ils soient des étrangers. Mais ils se font de l'argent, Eric. Voilà. Donc, du coup, nous avons
on ne peut pas dire que tout est bien. Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Mais je crois qu'il y a un cadre qui a été créé. Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais ensuite, il faut maintenant qu'il y ait une appropriation, voilà, des Congolais, de ce qui a été fait pour avancer. Voilà. L'année de la jeunesse, Eric, moi je le dis toujours. Voilà. L'année de la jeunesse, je ne pense pas, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'année de la jeunesse, c'était le gouvernement va résoudre tous les problèmes des jeunes au Congo. Non, je ne pense pas. Voilà. L'année de la jeunesse, c'est braquer les caméras sur une situation. Voilà. Voilà le problème que nous avons. Nous avons le problème des jeunes. En ce moment-là, il est important, et c'est la démarche que nous avons. Je pense que dans les tout prochains jours, nous allons revenir sur cela. Eric, il est inconcevable que nous puissions avoir des entreprises qui sont dans le domaine du monopole dans notre pays, qui se font des centaines de milliards de chiffres d'affaires, et qui, au final, dans une année de la jeunesse comme ça, avec une jeunesse qui a tous les problèmes que nous connaissons, mais qui ne peuvent pas s'investir pour dire que nous, société marquise de Vinza, nous sommes capables de mettre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour résoudre le problème des jeunes au Congo. Nous avons aujourd'hui des sociétés. Je condamnais, on regarde cela encore 2 ans. Voilà. Une société comme Total qui s'est installée à Ngo, à 200 km d'ici. Voilà. Et qui a pris près de 90 000 hectares là-bas. Et qui, dans le cahier de charge, n'a même pas pensé construire un petit bâtiment d'école pour les jeunes dans cette localité, ou encore un centre de formation. Mais, monsieur le ministre, voilà. Sans vous couper, si nous-mêmes, nous ne l'imposons pas d'entrer le jeu, pourquoi ce serait à eux de le faire? Je suis d'accord. C'est pour cela qu'il y a partie du cahier des charges des politiques, en disant qu'une s'installe. La première des choses, l'école. Deuxième, la santé. Troisième, nous mettre des routes aux normes. Excusez-moi, monsieur le ministre, Total a de l'argent pour ça. Et j'irai encore plus loin en disant que j'ai été choqué de voir des sociétés minières dans le Mayambe qui font de l'exploitation, et à côté, nous avons des écoles vétustes, nous n'avons pas de route. Pour eux, il n'y a pas de problème. Si le politique ne fixe pas d'entrée de jeu le cadre, pourquoi ce sera à eux de venir faire des propositions? Madame la marquise, mais vous touchez au fond tout ce qui ne va pas en Afrique. Ceux qui sont chargés de négocier ces contrats, le négocient-ils au nom de la priorité ou des intérêts du pays, ou bien au nom des intérêts personnels? Monsieur le ministre, voilà. Nous avons des la conception. La conception. Nous avons l'Assemblée, la conception. Nous avons le Sénat. Comment se fait-il que tous ces garde-fous que nous avons dans la société, qu'il n'y ait personne qui ait pu mettre une censure ou mettre un veto en disant que sur certains contrats, il manque des post-scriptum, il manque des nota bene, il manque de ceci, de cela. On peut louper sur une entreprise, mais on ne peut pas louper sur toutes les entreprises. Ou on est patriote. Alors, je crois, madame, ne nous dispersons pas sur la responsabilité. Le législatif a une responsabilité. Je pense que l'Assemblée et le Sénat ont une responsabilité. L'exécutif aussi a une responsabilité. Là, nous parlons, nous essayons de faire des aperçus sur des situations. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur l'année de la jeunesse. Comme je disais encore il y a quelques jours, si des jeunes aujourd'hui que nous connaissons, qui sont en train de faire des tentatives de marche, de contestation de tout ce qu'ils savent, si demain ils sortent dans les rues et ils se mettent à casser, personne ne sauvera son outil de travail. Voilà. Que vous soyez Total, que vous soyez MTN, que vous soyez tout ce que vous voulez, si demain ces jeunes sortent dans la rue, ils vont casser ce que vous avez comme outil de travail. D'où la nécessité d'attirer l'attention de ces gens pour dire que c'est l'année de la jeunesse, vous devez vous engager à créer des emplois, à financer des projets. Voilà. C'est la démarche du dialogue intergénérationnel, et je crois qu'à partir de la semaine prochaine ou du mois prochain, nous allons continuer, nous allons pousser la pression encore plus
nous allons encore pousser la pression parce qu'il n'est pas possible que nous puissions être dans une année de la jeunesse et que tout le monde attende le gouvernement qui est déjà en difficulté puisse financer des projets des jeunes, alors qu'aujourd'hui vous avez des gens qui évoluent dans un système de monopole et qui se font des milliards dans notre pays. Et nous pensons que dans le cadre de la responsabilité sociétale de ces entreprises, il est important que ces entreprises commencent déjà à penser qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces jeunes, pour les jeunes qui sont dans ce pays. Monsieur le ministre d'Inévis au comité Alisson, je rappelle que vous êtes à l'initiative de l'organisation du dialogue intergénérationnel décentralisé via votre organe dont vous êtes le coordinateur national pour Naekolo, qui se tiendra dans quelques jours à Brazzaville. Monsieur le ministre, je remercie également, vous nous avez fait tout à l'heure une leçon d'histoire. Nous rappelons qu'en 2015, l'actuel Premier ministre, qui était ministre en 2015, M. Anatole Koné Makosso, avait organisé le premier dialogue intergénérationnel à Brazzaville. Donc en 2015, on constate que nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2016 et aujourd'hui, on refait encore le même exercice à 1 an et quelques poussières de mois à l'élection présidentielle. Monsieur le ministre qui est vice-comité Alisson, qu'est-ce qui n'a pas marché hier, en 2015, à l'organisation, avec l'organisation de ce dialogue intergénérationnel par la première édition, qui aujourd'hui marchera en 2024 avec l'organisation de ce dialogue dont vous êtes à l'initiative donc de la DID. J'enchaînerai donc la question pour que vous puissiez me répondre également de manière succincte. Monsieur le ministre, le DID, donc le dialogue intergénérationnel décentralisé, a-t-il pris en compte la présence des Congolais de l'étranger, ou est-ce que, comme vous avez su le dire, le DID sera décentralisé au niveau de Brazzaville et au niveau de Pointe-Noire, mais les Congolais de l'étranger, est-ce que le DID viendra en France, à Paris, pour organiser un DID avec les Congolais de l'étranger? Est-ce qu'ils ont été pris en compte dans l'organisation du DID? Et enfin, monsieur le ministre, pour Naekolo, qui est à l'organisation du DID, quels sont ses partenaires financiers dans le cadre de l'organisation? Merci, monsieur le ministre. Je crois qu'il y a un problème de réseau. Alors, non, mais non, Eric, nous avons, au stade actuel, nous parlons avec tous les partenaires. Voilà, mais je crois que d'ici la fin de cette semaine, nous allons voir le lancement de la communication officielle du DID et nous aurons bouclé avec tous les partenaires qui vont accompagner ce dialogue intergénérationnel. C'est un vœu que nous avons de pouvoir inviter des délégations de la diaspora. Voilà. Mais là encore, nous sommes en discussion avec les partenaires et nous espérons que nous pourrons trouver des solutions pour que les jeunes Congolais qui sont de l'étranger, qui ont des projets, mais puissent bénéficier justement de l'écosystème qui existe dans ce pays pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets aussi. Voilà. Mais ça existe. Il faut que nous puissions trouver justement le modus operandi de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, Monsieur Eric, je voudrais vous dire que nous n'avons pas de solution aux problématiques qui se posent sur les questions de la jeunesse. Nous n'en avons pas. Mais ce que nous savons, c'est que ceux qui sont les gestionnaires de l'écosystème, s'ils peuvent échanger avec des jeunes qui sont des porteurs de projets, qui ont des idées, ceux qui sont d'ici, de la diaspora et de partout, je crois que ce dialogue-là peut nous emmener à trouver des solutions à des problématiques que traverse notre jeunesse. Nous, pour Naekolo, nous ne créons que le cadre, avec nos partenaires évidemment. Nous ne créons que le cadre. Mais une fois que le cadre sera créé,
Il reviendra en ce moment-là à chacun d'emmener une idée, à chacun de mener un projet. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons réussir le pari de pouvoir inverser la courbe. Alors, les défis en 2015, monsieur Eric, ne sont pas les mêmes en 2024. Voilà. Je crois que les dialogues intergénérationnels qui ont été organisés consécutivement avaient un objectif. Je pense qu'en ce temps-là, ils ont résolu beaucoup de problèmes. Voilà. On oublie souvent que la création du CCJ aujourd'hui fait partie des recommandations d'un dialogue intergénérationnel. Aujourd'hui, nous avons le CCJ qui existe. Il y a aussi par la suite l'élection aux législatives, je crois, à 25 ans. Ça fait partie des recommandations du dialogue intergénérationnel. Il y a la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques. Ça fait partie des recommandations d'un dialogue intergénérationnel. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais par rapport aux défis de l'époque, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont pu avancer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Nous sommes dans le contexte de l'emploi. Nous sommes dans le contexte de l'auto-emploi. Nous sommes dans le contexte de l'insertion. Nous sommes dans le contexte du chômage. Nous sommes dans le contexte des bébés noirs. Nous sommes dans le contexte de la violence au milieu juvénile. Donc là encore, il s'agit de mettre en place des acteurs autour d'une table pour pouvoir trouver des solutions à ces problématiques qui, en 2015, n'étaient pas les mêmes. Merci, Monsieur le ministre. Dernière question. Monsieur le ministre, rapidement, Eric. Rapidement. Oui, il y a une question qui fait la une dans le milieu juvénile. Tout à l'heure, vous avez eu à évoquer les difficultés que la jeunesse rencontre, notamment de l'accès au travail, donc le chômage. Et je pense que si je ne me trompe pas, j'ai cru lire un article sur Pona Ekolo qui se fixait un objectif sur l'employabilité des jeunes à la sortie de ce dialogue intergénérationnel décentralisé que vous organisez. Monsieur le ministre, que pensez-vous des jeunes qui occupent plusieurs fonctions au même moment? Je vais prendre un cas factuel qui fait la une de l'actualité de monsieur Vadim Mvouba, qui occuperait, je me mets au conditionnel, plusieurs fonctions. Que penserez-vous? Quel serait le ressenti? Parce qu'à ce niveau-là, quel est le ressenti d'autres jeunes qui sont en recherche d'emploi? Que pensez-vous sur cette problématique? Et enfin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a décrété 2024 l'année de la jeunesse. Le gouvernement s'est lancé tout de suite, quelques jours après. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous satisfait des initiatives qui ont été prises par le gouvernement Makosso par rapport à l'année de la jeunesse? Monsieur le ministre, j'ai dit. Alors, merci Eric. J'ai toujours trouvé très malhonnête le procès qui est fait à ce jeune Mvouba. Je crois que c'est un procès qui ne sert pas. Alors, de ce que je sais, je ne le connais pas personnellement, il n'est pratiquement pas de ma génération politique. Alors, de ce que je sais de son histoire, c'est un jeune qui est allé étudier au Maroc, voilà, et qui est arrivé au Congo et qui a pu se faire recruter dans une entreprise, dans une entreprise. Allons-nous reprocher à quelqu'un qui est allé étudier, qui est revenu et qui s'est fait recruter dans une entreprise? C'est ça son travail, c'est ça son boulot. Voilà. Il se trouve que ce jeune qui s'est fait recruter était militant d'un parti politique. Et ce parti politique a une jeunesse. Donc, son militantisme a fait qu'il soit à la tête de la jeunesse de son parti. Est-ce qu'il y a incompatibilité d'être aujourd'hui jeune cadre dans une entreprise ou bien fonctionnaire et d'être militant dans un parti politique et occuper des fonctions électives? Il n'y a aucun lien entre les deux. Ensuite, en sa qualité d'homme politique, voilà, il s'est fait élire député. Mais ce n'est qu'une suite logique. Vous imaginez le responsable de la jeunesse
d'un parti politique au pouvoir qui ne puisse pas avoir un mandat électif, ça serait même une faute politique. Donc, ben, cela n'a rien à voir qu'il puisse avoir sans travail. Moi, il aurait pu être enseignant à l'école primaire de Kinkala. Voilà, prenons le cas. Donc, ce jeune serait enseignant à l'école primaire de Kinkala, militant dans un parti politique, et ensuite, en tant que militant de son parti, il s'est fait élire député. Il n'y a pas incompatibilité déjà entre responsable de la jeunesse d'un parti politique et être député. Voilà. Ensuite, que le Premier ministre, chef du gouvernement, président de la majorité parlementaire, puisse prendre le chef de parti, le chef de la jeunesse de son parti, pour en faire un conseiller, où est le mal? Mais la loi, voulant qu'il n'y ait incompatibilité entre les fonctions en exécutif et en législative, ce jeune n'est plus député, puisque c'est son suppléant qui siège. Voilà. Donc le reste n'est que procès d'intention. Voilà. Donc je trouve que c'est malhonnête de penser que voilà, il faut pas jeter comme ça dans la rue un jeune qui essaie de se débrouiller, de militer, et puis voilà. Donc je pense que ce procès n'a pas lieu d'être. Tout comme aujourd'hui, Monsieur Eric, vous êtes là, vous avez des enfants aujourd'hui qui vont finir les études d'ici là. Il arrive au Congo, il est enseignant, voilà. Après, il se dit, bon, mais d'accord, je vais aller militer à l'UMP parce que c'est le parti de l'avenir. Voilà, et ce jeune arrive à l'UMP, son militantisme fait qu'il soit à la tête de la jeunesse du parti. Alors, est-ce qu'on va lui reprocher le fait d'avoir fait des bonnes études, d'être au parti de son oncle? Non, pas du tout. Voilà. Ensuite, voilà, si par son militantisme, demain il est candidat, il peut échouer. Voilà, s'il est candidat à ONG et qu'il se fait élire des députés à ONG, où est le mal à ce qui se passe? On milite en politique, pourquoi? Justement pour être élu, voilà. Donc non, c'est un faux procès. Il faut pas encourager. Voilà. Il faut pas encourager ce genre de mépris, ce genre de situation qui permet à ce que on jette l'honneur d'un jeune comme ça dans la rue. Voilà. Parce qu'après ça cristallise de la haine pour rien, alors que c'est une situation logique. Voilà. Je prends mon cas. Voilà. Moi, je suis fonctionnaire, oui. Voilà. Il est arrivé que je sois député, mais ça, et chef le parti, ça pose un problème à qui? Ben, je suis fonctionnaire. C'est mon travail d'être fonctionnaire. Voilà. Ensuite, je suis chef de parti, c'est mon engagement militant. Voilà. Et en dehors d'être chef de parti, ben, j'ai été député, oui, mais c'est chef de parti en tant qu'élu. Mais il n'y a pas incompatibilité entre les trois. Voilà, donc je pense que ce procès qu'on fait à ce jeune, c'est un faux procès. Mais ce procès-là, Madame la Marquise, Lévan, encore Eric, on pourra le faire demain à vos enfants. Voilà. Aujourd'hui, vous vous battez, vous travaillez pour chercher à gagner votre vie. Vous vous battez au quotidien pour envoyer vos enfants à l'école. Voilà. Demain, aujourd'hui, vous débutez avec votre média, mais demain, ça peut être un grand média. Africa 24 a commencé comme ça, et les autres médias. On ne vous fera pas un procès en intention parce que le fils de Lévan arrive à Brazzaville et qu'il a pu trouver un travail à la SNE ou bien à la SNE. Bon, il paraît que maintenant c'est la LSDE. Bon, nous, c'est la SNE. Voilà, nous, c'est la SNE. Voilà. Voilà. Il paraît qu'il a trouvé du travail à la SNE ou bien, voilà. Non, pourquoi? Il a fait des études. Du moment où il mérite d'être recruté, on le recrute. Voilà. Mais si ce jeune qui arrive, au-delà de la politique, se dit, je vais aller militer dans tel parti politique ou je vais créer une association. Comment on peut faire un procès en intention à un jeune qui cherche à militer dans une organisation politique? Est-ce que c'est parce que son père s'appelle Lévan ou c'est parce que son père s'appelle Eric Ngolo et que son fils n'a pas le droit de militer? Voilà, donc, voilà. Maintenant, concernant la politique, non, je pense que le gouvernement fait beaucoup de choses. Voilà.
Il y a des choses qui sont effectuées, mais il est important que le Premier ministre mobilise aujourd'hui les privés pour l'année de la jeunesse. L'État ne pourra pas, et il le sait. Voilà. Le Premier ministre sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, l'écosystème qui a été créé a besoin de financement. La majorité de ces structures ne survivent que grâce à la TUS. Voilà. Mais ils savent très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un effort supplémentaire. Mais l'effort supplémentaire ne peut se faire que par sa capacité en tant que chef de gouvernement à pouvoir dire à nos partenaires qui sont de Total, qui sont d'Eni, qui sont des sociétés chinoises qui sont installées chez nous, la SNPC, pourquoi pas, pour leur dire, bon, nous sommes à l'année de la jeunesse, nous avons besoin de 10 milliards pour financer des projets des jeunes. Là encore, il faut qu'on mette vraiment une bonne gestion. Voilà. Et nous avons besoin d'un effort supplémentaire. Mettez la main dans la poche, venez nous appuyer. C'est pour cela que nous pensons que nous aurons l'appui du Premier ministre pour qu'ensemble, nous puissions bousculer cette société privée pour qu'ils donnent l'argent à ces structures qui existent pour financer des projets des jeunes dans les 12 départements du Congo. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. 1h47, très exactement, de débat, d'échange avec nous sur des questions qui nous tiennent à cœur. Différents points de vue des panélistes qui sont passés, certains sont partis, certains ont des problèmes de réseau. Et merci au public qui était là au rendez-vous. Il y a eu énormément de personnes qui sont connectées et ça prouve l'intérêt. Et nous serons ravis, Monsieur le ministre, de vous recevoir après le dialogue, voire quelques mois après, pour voir les fruits de ce dialogue et surtout pour pouvoir avoir une idée de ces jeunes qui ont eu des facilités grâce à ce dialogue et pouvoir un jour s'en sortir et devenir des exemples ou des modèles pour les générations à venir. Merci, Monsieur le ministre. Le mot de la fin, s'il vous plaît. C'est moi qui vous remercie. J'ai apprécié le format, cette capacité à traiter les problèmes au fond et à débattre librement. J'espère que votre média sera parmi les médias invités à couvrir le dialogue intergénérationnel en direct, pourquoi pas. Mais j'espère que nous trouverons un moment pour discuter sur cette possibilité. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous tous qui nous avez suivis, très, très nombreux. Merci à Lévan, à Eric, à Bro qui est aux États-Unis, à Tony Manfred qui n'a pas pu se connecter, et à Chris Ibuka du côté de Pointe-Noire. Merci à vous tous. Salutations de Ngo et rendez-vous au dialogue inclusif. Merci, Monsieur le ministre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Le dialogue intergénérationnel décentralisé du 8 au 10 juin, jeunesse congolaise, venez apprendre les ONG, les associations, l'agriculture. Pour le dialogue, je ne manquerai pas. Oh, Mboka la jeunesse. Onga.